Bienvenue sur radio-ici-laval.ca. Bonsoir à vous tous. Ici, bonjour Laval. Vous êtes les bienvenus avec nous ce soir à notre émission bimensuelle qui traite vraiment des sujets d'actualité de notre société. Je suis Siam Fares et animatrice et j'ai avec moi Daïla Sassi, ma co-animatrice. Bonsoir Daïla. Toutes les deux, on accueille Mélanie Valenté, qui est intervenante à la maison Lester. Donc, vous pouvez deviner c'est quoi le sujet de notre première diffusion, c'est la violence conjugale. Donc, je te donne la parole, Daïla. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, il y a eu 8 féminicides en 8 semaines, causés par un conjoint ou un ex-conjoint violent. Et nous, on a décidé pour notre première émission de vraiment réserver cette plateforme pour pouvoir en parler, pour pouvoir s'informer, en apprendre plus sur des solutions, parce que il faut que ce soit pas normal, ça devrait pas être un sujet tabou, donc on doit en parler. C'est sûr que la violence conjugale, ça se passe en privé, mais collectivement, on doit faire un changement contre cette toxicité. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que j'ai trouvée sur le site de la Maison Lester. C'était sur leur page Facebook, c'était écrit: face au féminicide, il faut lever la voix ensemble pour passer de l'indignation à l'action. C'est urgent, on est en 2021. Il n'y a pas d'excuse à la violence conjugale, il n'y en a jamais eu et c'est assez. Donc, on est très contente d'avoir Mélanie avec nous, qui est intervenante à la maison Lester et qui va venir aborder le sujet avec nous. Donc, Mélanie, elle est détentrice d'un baccalauréat en psychologie. Ça fait 12 ans déjà qu'elle travaille à la maison Lester avec les femmes et les enfants. Et pendant 8 ans, elle a été intervenante mère-enfant. Et durant ces années, elle a fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles pour la prévention contre la violence dans les relations amoureuses. Et aussi, notamment, par exemple, elle a instauré dans une école primaire avec une collègue de la maison Lina, qui est aussi notre maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Elle a instauré le programme Branchons-nous, qui est un programme contre la violence. Donc, non seulement elle a fait de la sensibilisation dans les écoles, mais aussi dans des organismes et institutions tels que la table de concertation de Laval en conditions féminines et aussi la police communautaire de Laval avec le programme Prévenquête. Prévenquête, excusez-moi. Prévenquête, oui, tout à Ouais, fait. c'est ça. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de la maison Lester? Dans le fond, tu m'as très bien présenté. Merci beaucoup, Daïla. C'est ça, la maison Lester étant une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Nous sommes 3 maisons d'hébergement à Laval. Je suis très heureuse de le dire. Et on accueille toute femme qui est dans cette situation-là, qui vit de la violence conjugale. On offre plusieurs services. Il y a ce qu'on appelle le service à l'interne. Donc, une femme a besoin de se localiser, de se mettre en sécurité de façon rapide et urgente. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des intervenantes de première ligne. Et donc, elles vont venir chez nous pour se protéger pendant un temps déterminé. On offre aussi des services qu'on appelle des services à l'externe. Donc, une femme qui est dans la relation, qui se pose des questions. Une femme qui pense peut-être se séparer. Une femme que ça fait 7 ans, 10 ans qu'elle est séparée de sa relation, mais qui vit encore des conséquences, peut venir nous voir en maison d'hébergement où elle va toujours venir rencontrer la même intervenante, puis ensemble, elles vont avoir un suivi. Donc, ça, c'est au niveau de l'externe. C'est très important de nommer que tant à l'interne, donc l'habitation, quand elle demeure chez nous, qu'à l'externe, que ce sont tous des services gratuits. Important aussi à nommer, c'est que nous offrons des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est 3 heures du matin, il est arrivé quelque chose, tu nous appelles, il y a toujours quelqu'un qui va répondre au bout du fil. Et puis aussi, on offre ce qu'on appelle des accompagnements. Donc, tu dois te rendre chez ton avocat parce que c'est le temps de parler de la garde. On va y aller avec toi si tu le veux. Comme ça, on va arrimer les connaissances que nous avons, les dangers auxquels il faut faire attention et sensibiliser ton avocat si, par exemple, il n'est pas sensibilisé à la violence conjugale. Donc, on fait ce genre d'accompagnement pendant que la femme est en hébergement, mais aussi
lorsqu'elle est sortie de la maison, ou même si elle n'est jamais venue, alors puis qu'elle a juste ses services à l'externe, finalement, j'aime à dire aux femmes qu'on sort de leur vie quand elles décident de nous sortir, parce que sinon, nous, on reste très longtemps avec elles. Parfait. Donc, grosso modo, ce sont les services que nous offrons. En fait, ça allait être ma prochaine question pour toi, Mélanie. En fait, c'est quoi les types d'assistance que vous apportez aux femmes victimes de violences à part l'hébergement? Fait que, comme vous venez de le dire, il y a le soutien juridique aussi qui est fait par des avocats spécialisés, j'imagine. Est-ce qu'il y a un accompagnement, par exemple, psychologique ou c'est quoi vraiment les types d'assistance Qu'on fait. que vous Donc, ce qui est important de nommer ici, c'est que nous, on n'est pas des psychologues. Donc, oui, effectivement, j'ai un bac, mais je ne suis pas du tout psychologue. On va se nommer des intervenantes féministes. Et pour que les gens comprennent mieux, on est des intervenantes. Dans le fond, on fait du psychosocial. On soutient les femmes. C'est ça qui est important de nommer tout au long de leur soit hébergement ou même, comme je le dis, à l'externe. On va faire ce qu'on appelle de l'intervention de cuisine. Donc, une femme est en train de faire à manger, bien, je vais l'accompagner. Évidemment, ça, c'est peut-être avant la COVID. Maintenant, la COVID s'impose d'elle-même. Il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant, mais c'est de l'intervention qu'on va appeler vraiment de cuisine à l'informel. On va jaser ensemble, on va discuter, on va parler d'estime de soi, on va parler de mettre des limites, d'avoir droit à la colère. Bref, on va vraiment intervenir au niveau psychosocial. On va faire de l'accompagnement, oui, juridique, mais sans remplacer les avocats, par exemple. Au fur et à mesure de mon expérience, en fond, au bout de 12 ans, bien, il y a certaines affaires que j'ai fini par comprendre. Et donc, je vais préparer les femmes, par exemple, lors d'un témoignage, je vais préparer les femmes qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son avocate, pardon, ou avocat, si c'est le temps de se séparer, puis qu'on parle de civil uniquement. Donc, ça va être les accompagnements qu'on va faire. Il y a les rencontres qu'on va dire plus formelles, donc vraiment de une à une et on discute, on va au fond des choses, autant que il faut savoir que on n'est pas des psychologues, donc on va vraiment s'attarder aux conséquences que la femme vit dues à la violence conjugale. C'est vraiment là notre expertise. Comme autre type d'accompagnement, mon Dieu, j'en avais un en tête qui vient de m'échapper. Mais effectivement, on va aller beaucoup aussi dans oui, pardon. Donc, il y a l'informel, il y a le formel, puis il y a aussi, ce qui est très important chez nous, les thématiques. Donc, les rencontres de groupe. Donc, une fois par semaine, toutes les femmes se réunissent et là, on discute ensemble des vraies choses. J'aime à dire aux femmes que si tu te fermes les yeux, tu vas avoir l'impression que la femme qui est en train de parler, elle parle de ton conjoint. C'est juste qu'il s'appelle d'une autre façon. Il porte un autre nom. Il vient d'une autre religion, il vient d'un autre pays. Donc, les femmes, quand elles sont ensemble, elles comprennent qu'elles ne sont plus seules. Fait que ça, je pense que c'est une des choses, c'est vraiment une des choses qui fait que la maison d'hébergement, elle est si spéciale parce que tu te retrouves avec des femmes qui, comme toi, vivent la même chose. Ça peut être une belle thérapie de groupe. Oui. Exactement. Oui, encore une fois, je ne peux pas dire le mot thérapie, effectivement, mais c'est une belle rencontre où ensemble les femmes parlent et elles savent qu'elles vont être entendues par d'autres femmes qui parlent la même langue qu'elles. Oui, c'est ça. Et aussi, est-ce que, par exemple, quand elles ont leurs enfants et que, par exemple, elles ont des rendez-vous avec leur avocat, est-ce que vous les soutenez, par exemple, je ne sais pas, pour garder les enfants? Donc, tout l'aspect garde d'enfants, oui, on va en parler avec elles. On va le discuter parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres, je vais les dire, intervenants, les autres personnes qui circulent alentour de la femme ne sont pas nécessairement sensibilisées à la violence conjugale. Donc, un avocat, par exemple, va appliquer les lois qu'il connaît dans la mesure qu'il connaît, mais il ne va pas nécessairement être sensibilisé au fait qu'il faut faire attention à certains éléments. Par exemple, lorsqu'on parle des enfants, si on parle de l'échange d'enfants, monsieur ne peut pas venir chez la conjointe ou l'ex-conjointe pour aller chercher les enfants, c'est trop propice à de la violence, à subir une agression. Donc, nous, on va aller là, puis on va leur dire, bon, voici où il faut faire attention parce que les deux ne peuvent pas être en contact direct,
madame a peur de lui. Mhm. OK? Puis, par rapport à ce qu'on les aide à garder les enfants, on y va avec ce que la loi nous donne. Donc, on va les aider pour pas non plus qu'elles aient des attentes trop élevées par rapport à ce que le système judiciaire peut offrir. Et je pense que de plus en plus, notre accompagnement est apprécié des avocats parce que les avocats, comme je disais, ils vont appliquer la loi, Mhm. mais ne sauront pas comment interagir avec une femme qui est clairement en crise ou qui a de la peine ou qui vit beaucoup d'émotions. Donc, nous, on va vraiment s'occuper de l'aspect émotionnel de la femme, puis on va la soutenir. Donc, on est un support et on y va au rythme de la femme. Donc, moi, ce qu'elle prend comme décision, c'est ce que je respecte comme décision. Ouais, parce que malheureusement, il y a des femmes qui ont peur de partir parce qu'elles ont peur, tu sais, de perdre leurs enfants et savent pas comment ça va se dérouler, la transition. Et effectivement, et à partir du moment qu'on se reconnaît comme femme, on pense qu'on vit de la violence conjugale. Moi, ce que j'ai envie de dire, puis je vais le répéter tout au long de notre rencontre ce soir, notre petit café causerie, c'est que ce qu'il faut, c'est aller questionner. Restez pas avec votre peur. Prenez, si vous avez un moment, vous appelez une maison d'hébergement, vous appelez SOS violence conjugale. C'est très important de le mentionner parce que les maisons d'hébergement ont des numéros différents. On est beaucoup de maisons là, au Québec quand même, alors que SOS, c'est vraiment centralisé. C'est un seul numéro qu'on a besoin de retenir. Et ensuite, SOS va dispatcher la femme, va dans le fond connecter la femme avec une maison d'hébergement. Bref, pour revenir à ce que je disais, l'important, c'est que si on a des questionnements, allez poser des questions. Venez nous appeler. Ça peut être, c'est anonyme, c'est gratuit et c'est 24 heures sur 24. Ouais. Là, tu as parlé de SOS. Violence conjugale. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, à part cette ressource, est-ce qu'il y a d'autres programmes de sensibilisation qui existent au Québec? Donc, en termes de programme, à ma connaissance, je ne les connais pas nécessairement. Ce que je connais, par exemple, c'est que, pardon, c'est qu'on fait beaucoup, nous, chez nous, un des mandats qu'on se donne, c'est de travailler à l'interne, donc avec les femmes, mais aussi de faire de l'éducation populaire. C'est pour ça aussi que je suis là, que je suis vraiment heureuse de, comme je disais, un peu de propager la bonne nouvelle. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation. Je vais dans les écoles primaires, je vais dans les écoles secondaires. J'ai une collègue justement de chez nous avec les autres filles des autres maisons d'hébergement ici à Laval. Je suis très fière de nommer qu'à Laval, les procureurs, dans le fond criminel, se sont intéressés au cas de violence conjugale et donc ont voulu savoir, ont voulu échanger avec nous pour en apprendre un peu plus. Et donc, maintenant, on fait des formations aux procureurs de Laval. À tous les 2 ans, si je ne m'abuse, on fait des formations, on fait des suivis chez les policiers de Laval, par exemple. Comme ça, parce que ce sont des intervenants de première ligne. Okay, que ce soit l'avocate ou le policier qui est mandaté d'aller dans une résidence parce qu'il y a eu une situation de violence. Si le policier se rend là, il ne reconnaît pas les symptômes, les signaux d'une violence, ben, il va passer à côté. Mais comme on les forme, comme ils sont aussi ouverts, il faut le dire, parce qu'ils auraient pu être fermés, ils sont ouverts à en savoir davantage, ben, comme ça, on peut faire une relation de partenariat, puis comme ça, on va chez eux, puis on forme les nouveaux policiers. On a aussi le programme de suivi. Donc, à chaque 2 ans, on retourne là-bas pour, même si tu as déjà eu ta formation initiale, maintenant, on va un peu plus en profondeur et on garde les acquis. Quoi d'autre? Il y a aussi plusieurs programmes de sensibilisation qui circulent alentour du Québec. Par exemple, j'ai eu la chance de co-animer, pas co-animer, mais d'animer un programme de sensibilisation qui s'appelle Les couloirs de la violence conjugale. Fait que là, les écoles venaient, puis on parlait, c'est de la violence amoureuse, pardon, les couloirs de la violence amoureuse, que dis-je. Et donc, on parlait avec les jeunes directement, puis on les faisait vivre une situation de violence amoureuse, puis ensemble, on le diagnostique, puis on analyse les dessous de l'histoire. Prévenquête aussi, que vous avez nommé ça, c'était une superbe initiative de la police communautaire de Laval qui veut sensibiliser les jeunes. Tu sais, il veut commencer déjà jeune pour que
les comportements ne se cristallisent pas, dans le fond, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Fait que c'est tous des programmes, des beaux projets auxquels la Maison Lester a pu participer. Super. Et vous, Mélanie, en tant qu'intervenante, vous devez vraiment affronter plusieurs défis et obstacles aussi, obstacles. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces défis-là? Il y en a plein, apparemment. Donc ça, par exemple, on pourrait facilement dépasser le temps alloué. Quelques-uns, les plus importants, les plus difficiles. Exactement. J'ai essayé justement de les regrouper. J'ai questionné mon équipe. Je dis, bon, mais c'est lesquels là, les plus importants? Donc, en termes de défis, si je pense en tant qu'individu, en tant que moi intervenante, un des défis auxquels toute intervenante est confrontée, ça va être de vivre ce qu'on appelle la fatigue de la compassion. Donc, au bout de 12 ans, vous imaginez le nombre de situations, le nombre d'histoires qui roulent dans ma tête. Donc, d'être capable de sortir de la maison d'hébergement et de retourner chez moi en laissant la maison d'hébergement où elle est. Ça, c'est vraiment un grand défi que chacune, qu'on a à vivre. C'est pour ça aussi l'importance de l'équipe chez nous. Donc, à partir du moment on vit des situations très difficiles, en maison d'hébergement, l'équipe a toute son importance, ce qui m'amène comme autre défi, vous le comprendrez sûrement, mais la rétention de personnel, recruter des gens, ce n'est pas chose facile. Donc, il y a des gens, évidemment, des femmes compétentes. Ça aussi, c'est un défi auquel on fait face, qui est grandissant dans les dernières années. Aussi, le sentiment d'impuissance. Des fois, là, j'aimerais ça que la femme ne retourne pas. Si je pense à moi là, comme individu, j'aimerais ça. Mais non, il faut que je me ramène. Il faut que je me ramène au fait que j'ai confiance en la femme. Que la femme, elle sait ce qui est le mieux pour elle. Si elle a besoin de tester des choses, elle a besoin de tester des choses. Mais des fois, le sentiment d'impuissance, on aimerait tout faire. On aimerait avoir la baguette magique qui va faire « ça y est, c'est fini ton calvaire ». Donc, l'aspect sentiment d'impuissance est quelque chose que les intervenantes ont à gérer et ce qui va souvent mener aussi à la fatigue de la compassion, comme je le nommais. Sinon, les féminicides. Vous imaginez que dès qu'on sait qu'il y a une femme qui a été assassinée, c'est quoi la première chose que notre cordo fait? C'est qu'elle nous appelle, notre coordonnatrice, pardon. Elle va faire, puis elle va dire, OK, est-ce que la femme est venue en maison? Tout de suite, on va tout de suite se questionner parce que non seulement on est confronté au fait qu'il y a des assassinats de femmes, parce que c'est ça que ça signifie, un féminicide. Donc, un assassinat de femme, tout de suite, on va s'inquiéter, mon Dieu, est-ce qu'elle est venue en maison d'hébergement? Donc, fait que ça rajoute à la lourdeur de la situation. En termes de défis aussi, de travailler aussi en partenariat parce que la violence conjugale, c'est une problématique, c'est très important de nommer, qui est sociétale. Okay? Ce n'est pas individuel, c'est la société qui doit se mobiliser pour qu'éventuellement on n'en ait plus de féminicide. Et donc, on ne peut pas juste, nous, en tant qu'intervenants, travailler toute seule de notre côté. Il faut travailler avec nos partenaires, la police, les procureurs, les avocats, le DPCP, comme on l'a dit, la DPJ aussi. La problématique, des fois, c'est qu'on n'a pas nécessairement la même définition de ce que ça signifie, la violence conjugale. Et donc, à partir de là, c'est évident que si on n'a pas la même définition, ils ne vont pas voir l'urgence, ils ne vont pas voir les inquiétudes que nous, on peut avoir, par exemple. Donc, de travailler en partenariat, c'est enrichissant et c'est un défi. Et finalement, ce qui des fois est difficile pour nous, c'est qui est crève-cœur, parce que comme j'ai dit, on veut sauver, on veut aider les femmes, on veut tout faire, c'est le manque de ressources. Le manque de ressources, soit financières ou spécifiquement, c'est de place. Je racontais justement, on discutait entre collègues, on se disait, il y a eu une demande d'hébergement récemment chez nous
Et donc, l'intervenante a fait la demande d'hébergement. Elle raccroche. Tout de suite après, il y a un appel de la police qui veut essayer de trouver de l'hébergement pour une femme. Ils sont là, dans la maison. Et c'est crève-cœur que de dire, ben non, j'ai plus de place. Donc, voilà. Voilà les choses auxquelles on est confronté. Puis si je peux en ajouter une dernière, est-ce que j'ai le temps? Oui, bien Oui, sûr. oui, bien sûr, allez-y. J'ai le temps. Donc, une dernière aussi, c'est que nous, on travaille en globalité avec les femmes. Donc, on se considère des spécialistes en violence conjugale, mais la femme n'arrive pas chez nous que victime de violence conjugale. Elle arrive avec une globalité, une vie, un bagage, n'est-ce pas? Et donc, c'est d'arrimer les différents systèmes qui sont dans sa vie et qui ne se parlent pas nécessairement. Je parle ici, par exemple, si j'ai une femme qui est récemment immigrante ici au Québec, mais là, il faut discuter avec tout le département immigration. Moi, je n'ai pas étudié en immigration, mais il a fallu que j'étudie certaines affaires pour me mettre à jour, pour être capable d'aider les femmes qui viennent chez nous et qu'elles comprennent un peu comment le système fonctionne. Ensuite, il y a tout le département judiciaire, donc, qui se contredit des fois entre lui-même parce que bon, il y a l'aspect civil, comme on a dit, par exemple, si je veux me séparer, si je veux me divorcer, puis il y a l'aspect criminel, donc les voies de fait, les meurtres, etc. Alors, ces deux sphères-là ne se parlent pas. Ça veut dire qu'un conjoint violent qui peut avoir, dans le fond, qui n'est pas autorisé à s'approcher de son ex-conjointe parce qu'il y a une ordonnance de la cour, par exemple, tu ne peux pas t'approcher de cette femme-là à moins de 200 mètres. Mais là, ça ne se parle pas avec le niveau civil. Fait que là, lui, il doit passer à la cour pour la garde. Et donc, s'il y a un avocat qui n'est pas sensibilisé à la cause, pourrait laisser passer le fait que pour aller chercher les enfants, il faut aller chez la conjointe. C'est ça. OK? Donc, c'est le genre de défi auquel on est confronté. C'est comme je disais, les différentes sphères de la femme. Et puis, il faut les arrimer, ces sphères-là. C'est pas nécessairement évident. Ouais, vraiment beaucoup de défis. Il y a beaucoup de chapeaux à porter. À porter, ouais. Oui, effectivement. Et par exemple, moi, il y avait une question qui me touchait beaucoup parce que j'avais vu un reportage où, par exemple, c'était une famille qui parlait de leur indignation parce que, tu sais, leur sœur était décédée. Okay. Et, elle était avec son conjoint violent, elle retournait tout le temps avec. Sa famille avait essayé de la prévenir, mais malheureusement, elle restait quand même avec. Et ce qui a été touchant, c'est que malheureusement, elle est décédée et la famille était indignée parce que, tu sais, ils ont essayé de prévenir la police, parler à des maisons d'hébergement, mais ils ont comme rien pu faire, ils étaient comme impuissants. C'est comme le sentiment que tu as dit tout à l'heure quand tu as ce défi-là de l'impuissance. Là, ma question, c'est, par exemple, si je soupçonne ou je sais que j'ai une amie qui est victime de violences conjugales, qu'est-ce que moi, je peux faire, à part lui parler? C'est une très bonne question, Daïla. Ce n'est pas évident. Moi, ce que j'ai envie de te dire, tout d'abord, c'est que la différence qu'il va y avoir entre toi en tant qu'amie versus moi en tant qu'intervenante, c'est que quand j'ai les femmes qui m'appellent, elles ont déjà fait un pas de plus. Elles se questionnent. Elles se posent des questions, effectivement, puisqu'elles se questionnent. Et donc, j'arrive à aller creuser quelque chose. Elles vont m'appeler parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, puis elles le constatent. Et donc, elles sont déjà un peu plus ouvertes à de l'intervention. Versus si toi, par exemple, c'est une amie, puis qu'elle nie complètement le fait ou elle ne voit pas qu'elle est victime de violence conjugale. C'est pas la même intensité, moi, j'ai envie de te dire. Donc, l'important ici, ce qui est à faire pour toute femme qui vit la violence conjugale ou comme pour toute amie ou personne qui circule alentour d'elle, ça va être d'écouter, de ne pas juger. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de préjugés face à la violence conjugale. Donc, on pourrait avoir la tendance de dire, ben voyons donc, quitte-le. C'est comme, ça n'a pas d'allure comment il traite, quitte-le. Mais c'est pas vrai que c'est facile de le quitter. En plus aussi, ce qui est vraiment important ici de souligner, c'est que c'est le moment le plus dangereux. Lorsqu'une femme
quitte son conjoint ou qu'elle a trouvé un nouveau conjoint ou que monsieur soupçonne qu'elle veut le quitter, c'est extrêmement dangereux. C'est là qu'arrivent les homicides, c'est là qu'arrivent les féminicides parce que les conjoints perdent le contrôle ou ont l'impression de perdre le contrôle sur la conjointe ou ex-conjointe et c'est là que ces événements-là se passent. Donc, il ne faut pas prendre à la légère la situation. Comme je disais, il ne faut pas juger, il faut écouter, poser la question, « Hey, comment ça va aujourd'hui? Toi, est-ce que ça va? Toi, est-ce que tu es bien? Comment tu te sens, toi, là-dedans? » Lui parler des maisons d'hébergement, c'est la chose à faire, mais pas en confrontation, pas de dire, ben voyons, appelle-les, là, de dire, ben tu sais quoi, il existe des maisons d'hébergement. Est-ce que ça te tenterait, toi, de les appeler? Comment tu te sens? C'est anonyme. Tu ne donnes pas ton nom, tu ne donnes pas ton numéro de téléphone, tu ne dis pas la ville de laquelle tu appelles. Donc, les femmes se sentent moins menacées par ça. D'aller au rythme de la femme aussi, très important. Parce que des fois, comme amie, c'est difficile là, parce que tu es là, tu l'écoutes, tu prends soin d'elle, et puis elle retourne. Ah là, tu es déçue. Là, elle sent que tu es déçue. Donc, elle ne va pas venir te voir. Elle ne va pas venir te dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est ça qu'on veut éviter. OK? C'est ça qu'on veut éviter parce que dans le fond, elle est encore en train de s'isoler encore plus. Okay? Elle t'avait toi comme amie, puis là, elle sent qu'elle t'a plu parce que ben, elle a honte. Elle a honte de te dire que finalement, malgré ce qu'il a fait la dernière fois, elle est revenue avec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est écouter, tenter de ne pas juger. Appelez les maisons d'hébergement, vous autres aussi, ceux qui sont alentour de ces femmes-là, pour prendre les conseils, pour discuter avec une intervenante, pour ne pas rester seule avec ça, pour ne pas rester avec le sentiment d'impuissance, de dire qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est vrai qu'au bout de la ligne, ni moi, ni toi, ni personne n'avons une baguette magique et ça prend la femme de décider qu'elle doit quitter. Mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que des fois, ça va lui prendre plusieurs tentatives infructueuses. Des fois, elle va essayer de quitter une fois, elle va revenir. Elle va quitter une deuxième fois, elle va revenir. Mais à chaque fois, elle revient avec plus de connaissances. Elle ne revient pas comme la première fois. Elle revient plus attentive aux choses qui arrivent, plus observatrice. Conviction aussi que ça ne marche pas peut-être. Oui, exactement, parce qu'elles vont avoir eu l'impression d'avoir été au bout de ce qu'elles devaient faire. OK? Et donc, c'est pour ça que peu importe que ça prenne une fois ou 10 fois, comme amie, de rester alentour d'elle, parce que le moment qu'elle va être prête, là, juste de répondre présent. Oui. Que ça enligne un peu? Oui. C'est sûr qu'en tant qu'amie, tu es présent, mais c'est sûr que tu sens l'urgence qu'elle est en danger, donc c'est difficile de juste écouter et oui. quand elle retourne la soutenir. Mais c'est ça qu'il faut faire, mais c'est certain que c'est pas facile. C'est pas évident. Puis, j'ai envie de dire que même moi, intervenante de formation, si une de mes amies vivait ça, il faudrait que je prenne un certain pas de recul. Puis justement, je ferais, écoute, appelle une intervenante. Parce qu'elle va avoir un recul de la situation. Fait qu'elle ne va pas sentir que je suis en train de la presser, par exemple, à quitter, à s'en aller. Parce que si on braque les femmes, si on les oblige à prendre une certaine direction, bien, dans le fond, elles vont juste sentir qu'on est en train de faire la même chose que leur conjoint. On est en train de leur dire c'est quoi la bonne décision à prendre, c'est quoi la... Fait que finalement, il y en a une bonne décision, puis il faut que tu partes, alors qu'elles ne sont pas rendues là non plus. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment au rythme. Puis, il faut aussi se rappeler que la personne qui est en train de perpétrer cette violence-là, ce n'est pas le voisin à côté. Parce que si c'était le voisin à côté, ça serait vraiment facile. C'est la personne qu'elle aime. C'est la personne qu'elle a mis sa confiance. C'est peut-être le père de ses enfants. C'est peut-être la seule personne qu'elle connaît ici au Québec parce qu'elle est arrivée il y a 1 mois et demi et qu'elle ne parle pas le français. Okay? Donc, il faut se rappeler que c'est la personne qu'elle aime, en qui elle a confiance, qui génère ces comportements-là, qui sont complètement inadmissibles et inacceptables. Tout à fait. Puis là, Mélanie, pour juste qu'on explique un petit peu, qu'on donne une idée aux gens, plutôt aux femmes qui nous écoutent, à partir du premier appel à l'aide, donc vous recevez l'appel,
C'est quoi les étapes qui s'en suivent par la suite? C'est quoi c'est quoi le genre d'accompagnement? C'est quoi qui se passe jusqu'à leur sortie de la maison? En fait, est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité? Et comment vous assurez leur sécurité une fois dans la maison? Donc, le parcours ici qu'il y a, c'est effectivement tout part de l'appel, tout part de le premier contact téléphonique. Donc, j'expliquais tantôt qu'il y avait le policier qui appelait pour trouver de l'hébergement pour une femme. Mhm. La première chose qu'on va demander, c'est de parler avec la femme. Parce que pour venir chez nous, il faut que ce soit volontaire. Okay? Si elle se sent obligée, je n'arriverai pas à créer de lien de confiance avec elle. Donc, elle doit vouloir venir à la maison. Et donc, en termes de critères d'admissibilité, chez nous, effectivement, on a nos intervenants, ben, je suis intervenante, et au téléphone, on doit effectivement analyser s'il s'agit de violence conjugale, parce qu'il y a beaucoup de formes de violence, il y a beaucoup d'injustices sociales. Ma maison à moi, elle est spécifique à la violence conjugale. Donc, je vais poser des questions à la femme. À partir du moment qu'elle est acceptée, ça y est, elle a été admise. On va faire tout un protocole au niveau de la sécurité, effectivement, avec elle. Par exemple, on va lui dire, OK, on va lui dire les papiers à emmener, les papiers qu'elle va avoir besoin. On va lui parler des règlements de la maison d'hébergement. Elle me dit, OK, je m'en viens dans 3 heures. Je dis, quand tu es prête à partir, c'est là que tu m'appelles. Je ne te donnerai pas l'adresse avant, au cas où qu'elle change d'idée, au cas où qu'elle l'a écrit à quelque part puis que le conjoint tombe dessus. Donc, on donne l'adresse uniquement à partir du moment qu'elle est prête à partir. Elle s'en vient à la maison. On va faire des vérifications. On a eu à s'adapter au niveau technologique pour s'assurer qu'il n'y a pas des applications spy, des applications, espions. D'espionnage, oui. L'espionnage. Donc, on a dû aussi, encore une fois, s'adapter à ce genre de situation. À partir du moment qu'elle arrive en maison, qu'on a vérifié le protocole, punaise, qu'on a fait le protocole maintenant COVID, les choses se rajoutent. Donc, elle va être accueillie à la maison. On va lui montrer, on va lui faire le tour du propriétaire. On va lui montrer qu'on a un système de sécurité, on a des portes balisées, on a un système de caméra pour justement, non pas interdire aux femmes de sortir, mais empêcher les gens de rentrer. Elle va avoir sa chambre. Elle ne partagera pas sa chambre avec quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas. Elle et sa famille, dans le fond, ses enfants, vont pouvoir venir gratuitement et être ensemble. Et les maisons sont organisées pour être comme des aires de vie, comme si tu étais chez toi finalement. Dans le fond, tu as ta maison, tu as ta chambre, puis après, tu as les aires communes, qui est salon, salle à manger, cuisine, et tu circules avec les autres femmes et enfants de la maison. Quel autre processus, parcours qu'on va faire? Comme j'ai dit, au niveau de toute l'intervention informelle, l'intervention de cuisine, l'intervention formelle, on va faire de la défense de droit. Donc, si elle veut se séparer, on va l'accompagner dans les appels pour se trouver un avocat. On va l'accompagner si elle veut rentrer dans le processus de porter plainte. On va l'accompagner pour la DPJ, etc., etc. Il existe d'autres programmes tels aussi IVAC, par exemple. Le CAVAC aussi est un excellent organisme qu'on va les orienter. Bref, on va vraiment aller avec les besoins de la femme. Des demandes d'habitation, par exemple, les HLM, on va les remplir avec elle. C'est toute la femme qui fait tout. Nous, on ne fait rien pour la femme. On l'accompagne. On lui dit, si tu as besoin d'appeler, tu te sens un peu stressé, je vais être là avec toi. Je ne ferai pas l'appel pour toi, mais je vais être là avec toi. Où je peux commencer l'appel, puis ensuite te le donner. Bref, il y a toute une progression, une dynamique, encore une fois, au rythme de la femme. Donc, l'accompagnement, comme je le nommais, de droit. Et puis ensuite, quand elle sait où se diriger, on va l'aider à se remeubler. On va aller chercher les ressources avec elle pour qu'elle puisse se meubler, elle et ses enfants. Et puis, c'est ça. Donc, après, elle va partir. Et comme je l'ai dit, normalement, donc, quand elle quitte, on fait même des memberships, des cartes de membres, dans le fond, pour qu'elle reste au courant de la maison. Quand le COVID va partir, on va recommencer à faire nos activités. On faisait un barbecue par année, on faisait la fête de Noël. Donc, on réinvite les femmes à venir chez nous et à se rencontrer encore une fois. Donc, c'est quand même un long processus. OK. Est-ce qu'il y a une durée limitée d'hébergement de femmes?
Alors, chaque maison d'hébergement a son protocole par rapport à ça, a ses règlements. Nous, chez nous, comment ça se passe? Il n'y a pas une durée prédéterminée. D'accord. Okay? On va y aller avec les démarches de la femme. Donc, si par exemple, une femme a déjà un réseau, elle connaît la ville où elle veut déménager, elle a déjà tout son stock, dans le fond, pardon, tout son, le four, le frigidaire, etc. On peut s'attendre à ce que son hébergement soit peut-être un peu plus court qu'une femme, par exemple, je vais à l'autre extrémité, la femme qui vient d'arriver au Québec, qui parle moyennement anglais, puis qu'il faut l'accompagner pour faire des appels, pour se trouver des classes de francisation. Donc, ça se peut que cet hébergement-là soit un peu plus long parce que dès qu'on a des femmes qui sont allophones, donc qui ne parlent pas vraiment ni anglais ni français, bien, ça rajoute au défi. Hein? Ça se peut que ce soit un peu plus long. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais il y a des maisons, par exemple, qui, elles, vont choisir un temps prédéterminé. Parce qu'il faut comprendre que si nous, on a des femmes qui restent un peu plus longtemps, ça veut dire que j'accueille un peu moins de femmes au bout de la ligne. Fait qu'il y a des maisons qui vont préférer avoir un temps prédéterminé, mais accueillir plus de femmes. De femmes, c'est ça. OK. Mais comment vous lui dites quand c'est le temps de quitter qu'elle est prête, celle qui décide elle-même qu'elle est prête, comment vous lui dites doucement que... Il faut quitter. On le prépare avec elle, on y va au rythme de la femme. Il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de surprise, ça ne sera pas bon, ben écoute, je m'excuse, il est l'heure que tu t'en ailles, tu as une semaine pour te relocaliser. Ça ne sera pas fait comme ça. Donc, on a des rencontres, comme je disais, il n'y a pas une semaine que la femme ne va pas rencontrer son intervenante de suivi. Donc, ensemble, on va le voir. Puis on est vraiment en transparence. Elle va me demander les mêmes questions que vous venez de me poser, là, c'est le temps, puis je vais lui répondre aussi vague que ce que je viens de répondre. Fait qu'ensemble, on va regarder le temps. C'est sûr qu'une femme qui a 0 revenu, ben, je ne vais pas lui demander de quitter avant qu'elle ne se soit pas trouvé un revenu. Okay? Donc, d'une façon ou d'une autre, quel qu'il soit ce revenu-là. Donc, ça se fait en parallèle et ensemble. Jour 1 de son arrivée, on parle du départ. Comme ça, c'est quelque chose qui est toujours dans sa tête. C'est toujours quelque chose que ça ne sera pas une surprise pour elle. Puis ensemble, il y a des femmes qui vont dire, OK, tu te donnes combien de temps? Une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu te donnes combien de temps? Tu penses que tu en as encore besoin pour combien de temps? Puis après, on se dit, OK, bon, ben rendu à cette date-là, on évaluera où est-ce que tu en es. Fait que ça se fait ensemble. À moins, évidemment, que s'il y a des cas particuliers, par exemple, ce qui est important de nommer, c'est que si, par exemple, il y a une femme qui, de façon, sans faire par exprès, elle a donné l'adresse de la maison à quelqu'un, puis qui est dans l'entourage du conjoint, ça, par exemple, c'est un transfert assez immédiat parce qu'on ne peut pas risquer ni sa sécurité à elle et de ses enfants, ou elle comme femme seule, et les autres femmes et enfants qui sont dans la maison d'hébergement et les intervenantes. Fait que, il y a des cas particuliers où il faut obliger quelque chose de plus rapide, mais on va toujours accompagner la femme. On ne la laissera pas comme ça, là. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Et sinon, désolée, je vais te ramener un peu plus au début de la question de Siram, parce que je pense que c'est important. Comment on peut détecter qu'une personne est victime de violence conjugale? On ne l'a pas abordé encore. Bien, dans le fond, nous, la façon qu'on travaille, c'est on doit retrouver le cycle de la violence. Fait que, je m'excuse, ça, c'est c'est la maison d'hébergement. Pas de problème. Je n'ai pas pensé à fermer Bon, mais ça sera ça. Pardon, vous allez entendre le téléphone. Donc, effectivement, pour détecter, nous, on va rechercher le cycle de la violence conjugale. Est-ce qu'on parle d'un événement qui est isolé en soi ou est-ce qu'on parle d'une dynamique? Donc, là, je n'ai pas avec moi un cycle, que je ne pourrais pas vous faire la formation dans le moment, mais la violence conjugale se construit au travers d'un cycle de la violence conjugale. Donc, ça commence par ce qu'on appelle la lune de miel, OK? D'habitude, tu rencontres ton conjoint, le nouveau conjoint, il est fin, il est doux, il est gentil, il est différent, il représente tout ce que tu n'as jamais voulu. Ensuite, arrive une période de tension. On est comme, ça va un peu moins bien dernièrement. Il faut que je marche sur des œufs.
je voulais sortir avec une de mes amies, puis finalement, ben, je ne le ferai pas parce que je pense qu'il va peut-être péter une coche, ou il va faire une crise. Fait que ça, c'est la période de tension. Arrive la période d'agression. Puis quand on parle de période d'agression, c'est toute forme de violence. OK? On parle ici de violence psychologique, une agression psychologique, une agression physique, une agression sexuelle, économique, relationnelle. C'est toutes ces formes-là qu'on parle. Et puis, fait qu'arrive l'agression. Ensuite vient la justification. Il t'explique pourquoi il avait ce droit-là, finalement, de faire ce qu'il a fait. Grosso modo, vous allez voir, la raison principale, c'est tout le temps nous. C'est tout le temps la conjointe, c'est tout le temps de sa faute. OK? C'est toujours des excuses à l'extérieur de lui. Donc, tu le sais comment c'était, moi, quand j'étais jeune, ça se passait comme ça. Tu sais que je suis un enfant de la BPJ. Tu le sais que je me suis fait tromper par des ex-blondes, etc., etc. Donc, c'est toujours une excuse extérieure à lui. Et finalement, revient la période de lune de miel. Il redevient fin, gentil, attentionné, l'homme que tu as choisi au début. Donc, à partir du moment que je trouve ce cycle-là dans l'histoire de la femme, elle va pouvoir, c'est comme ça qu'on détecte la violence. Si, par exemple, toi, en tant qu'ami, mettons si on se place en tant qu'ami, tu dis, tu es avec une de tes amies, puis tu vois que quand il appelle, faut qu'elle réponde, hein? Parce que si elle laisse sonner 2-3 coups, ah là, ça va être la crise. Tu es avec qui? Qu'est-ce que tu faisais? Comment ça, tu n'as pas répondu? On va commencer. Pardon? La publicité. Comment? La publicité qui passe à la télé. Ah, je ne l'ai pas vu celle-là encore. Désolée. Ben non, mais non, tout à fait. Mais c'est très évocateur parce que, par exemple, j'ai fait une sensibilisation un peu plus tard que ce matin. Alors, dans un milieu de travail. Puis, une des choses à reconnaître, par exemple, si par exemple vous êtes en réunion, là, OK? Puis là, tu vois tout d'un coup que ta collègue, elle vient de changer de face, tout d'un coup. Là, tu t'attends, tu te dis, OK, je vais aller la voir à la pause. Puis là, tu vois qu'elle est super nerveuse, puis elle t'explique que ça fait 2 fois que le conjoint l'appelle. Fait que là, tu es comme, OK, tu sais, il laissera un message, tu te rappelleras après la réunion. Mais non, elle, là, elle n'écoute plus la réunion. Elle est juste stressée parce qu'elle dit, mais comment je vais faire? Là, je vais le rappeler, puis il va être en crise, là. Il va être en crise parce que je n'ai pas répondu au bon moment. Fait que ça peut être, quand on observe qu'elle n'existe plus, que tout est avec le conjoint, qu'elle module ses comportements selon le conjoint. Donc, elle va s'habiller selon ce que lui va trouver qui est adéquat. Elle va se dépêcher de partir du travail parce que lui minute son temps. Donc, quand on commence à constater qu'elle ne se gère, c'est comme si elle n'était plus maître d'elle-même, on appelle ça qu'il commence à brimer sa liberté d'action et de penser, mais ça peut être des indices, ça, en tant qu'ami, de reconnaître de la violence conjugale. Si, par exemple, tu as une opinion différente de la sienne, comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il dit, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, puis ça arrête là, ou il va t'humilier, il va te dénigrer parce qu'il trouve que ça n'a pas d'allure, ton idée. Donc, ça va être ça aussi, ça peut être des indices quand on voit qu'elle est complètement contrôlée par le conjoint. Est-ce que ça répond un peu mieux? Oui, Oui. exactement. Oui. C'est ta réponse. Et là, en fait, tout à l'heure, tu l'as dit, il y a comme une communauté qui s'est créée entre les femmes. Il y a des activités aussi qui se donnent. Et là, on se demandait avec la COVID qui a commencé, la COVID-19, la pandémie, comment il y a eu l'augmentation des cas aussi. Comment vous gérez tout ça? On le gère jour par jour et selon les nouvelles restrictions que nous avons de au niveau sanitaire. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation, tant au niveau intervenante qu'au niveau des femmes. Fait qu'évidemment que les barbecues qu'on fait annuellement, la fête de Noël cette année n'a pas eu lieu. C'est très, tu sais, quand on dit que les femmes, là, elles viennent en maison d'hébergement, elles ne s'en viennent pas dans un palace, là. Elles s'en viennent dans une chambre. Et elles sont obligées, dû à la COVID, à partir du moment qu'elles sortent de la chambre, de porter un masque. Pourtant, elles viennent quand même parce que c'est trop dangereux ce qui se passe à la maison. Fait que c'est pour ça que la COVID complexifie énormément les choses. Elle enlève les belles affaires que nous avons
qui nous aident à nous ressourcer. Comme les femmes, des fois, sont en maison, puis elles voudraient aller voir une amie pour un peu se motiver, s'encourager, mais elles ne peuvent plus. Donc, de ce côté-là, c'est effectivement difficile. Et au niveau de ce qu'on constate plus sociétal, l'impact de la pandémie, ce que ça a comme impact, c'est que c'est plus et plus intense. C'est-à-dire, si on pense à une cellule familiale, okay, donc un conjoint, sa conjointe, avec des enfants, puis qu'il y a de la violence déjà dans la cellule familiale, la pandémie ajoute un stress. Juste le fait de savoir qu'il y a une pandémie, il y a un virus qui circule. Monsieur ou madame perd son emploi. Donc ici, on rajoute un stress financier au sein de la famille. Fait que là, ça explose un peu plus. Ça augmente les sujets qu'il y a et dans le fond, les agressions. Okay? Si, par exemple, avec là-dedans, on a des enfants qui sont au secondaire, d'autres au primaire, une semaine, ils vont une journée sur deux à l'école, l'autre semaine, ils ne le vont pas. Toute la réorganisation que ça demande au niveau familial. Donc, on vient encore de compresser la cellule familiale et les stresseurs augmentent. Et c'est ce qui fait on sent une augmentation des cas au niveau de la violence et au niveau de la gravité, parce que comme la population de façon générale ne va pas bien, ben c'est encore pire l'impact que ça va avoir et on assiste à des vagues d'assassinats comme on est en train de le vivre. Je dirais aussi qu'il faut être aussi très, très, très vigilant. Pendant la deuxième vague, si je ne me trompe, il y a comme eu une accalmie pendant un certain temps. De la façon que nous, on a trouvé d'expliquer cette accalmie qui nous a vraiment surpris sur le coup, c'était que, dans le fond, ce qu'on a compris de cette accalmie-là, c'est que, monsieur est toujours présent. Fait comment tu demandes de l'aide? Monsieur est toujours présent. Moi, j'ai une femme qui m'a appelée dans sa voiture en prétextant de devoir aller à l'épicerie. C'est comme ça qu'elle m'a appelée. Puis je dis, moi, la maison d'hébergement, là. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a appelée. Et en même temps, d'un autre côté, comme madame est à la maison, monsieur contrôle tout. Monsieur règle tout. Fait que sa job de contrôlant vient d'être facilité. Mais là, si vous remarquez, les 8 féminicides qui ont eu lieu, ça a commencé quand il a commencé à avoir un léger déconfinement. Donc, monsieur qui est habitué à bien gérer, à bien contrôler sa conjointe depuis presque 1 an, dans le fond, quand la conjointe, elle commence à déconfiner. Donc, elle va peut-être voir la famille, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 1 an. Elle retourne peut-être travailler. Le travail l'a peut-être rappelé. Mais le monsieur n'est pas d'accord avec ça. Il est en perte de contrôle et on assiste à une vague de meurtres qu'on est en train de voir. Donc, je dirais que c'est tout ça, les impacts de la pandémie. Il n'y en a pas de positif en violence conjugale en termes d'impact de pandémie. Il n'y a rien de positif. Oui, malheureusement. Pour conclure, Mélanie, comment peut-on aider? Qu'est-ce qu'on peut faire autant que citoyen pour donner un coup de main ou pour aider quelqu'un ou sensibiliser quelqu'un ou une femme qui subit de la violence conjugale? Moi, je dirais que ça soit verbal ou physique, parce que même verbal, ça se transforme, ça commence verbal, puis ça finit dans la majorité du temps physique aussi. Autant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là? Ou comment on peut nous impliquer dans le fond? Si tu me permets, je pourrais peut-être juste corriger une petite information. Quand on dit ça commence verbal et ça finit physique, je dirais que c'est une théorie dans laquelle on essaie de s'éloigner parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Okay? Dans le sens qu'une femme, par exemple, qui n'a été violentée que verbalement, psychologiquement, je dis bien mal, déjà en soi, c'est inacceptable, n'est-ce pas? Pardon, pourrait se dire, c'est correct, il ne va jamais me toucher, il m'assassinera jamais. Tout à fait. Okay? Alors que c'est faux. C'est pour ça qu'on fait autant de revendications puis de formation auprès des policiers parce qu'on est capable de ressortir des femmes qui ont un parcours
où jamais personne dans l'entourage n'a été capable d'observer de la violence physique et pourtant elles ont été assassinées. Donc, c'est important de nommer qu'il n'y a pas une règle claire en termes d'augmentation, en termes d'apparition des formes de violence. OK? Pardon, je commence à avoir un chat dans la gorge. Donc, ce qu'il faut être très vigilant, c'est au niveau d'être vigilant au niveau de l'escalade de la violence. Donc, si au début, c'était juste un peu violent, puis que là, c'est violent, 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 tout le temps, il faut être sensible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérégler là, ici. Il faut être très, très, très attentif à ça. Sinon, comme citoyen, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dénoncer. Juste de dénoncer. Allez, si vous voyez une femme que vous soupçonnez qu'elle vit de la violence conjugale, allez la voir. Dites-lui, dire, écoute, je m'inquiète pour toi, est-ce que ça va? Juste ça. Juste dire, hey, j'ai vu comment il t'a traité la dernière fois, il me semble que c'est pas correct. T'es-tu correct, toi? Est-ce que ça va? Vous ne voulez pas être en contact avec la femme, c'est une voisine, vous êtes gêné, vous appelez la police. C'est ça, la police. C'est ça aussi leur job, c'est d'aller aider alors qu'ils ne sont pas au courant qu'il se passe quelque chose. Fait qu'en termes de citoyens, c'est juste de le dénoncer, d'arrêter de penser, bon, ben écoute, là, ça, c'est de la sphère privée. Ce qui se passe dans la maison, je ne m'en mêle pas. La violence conjugale, c'est un problème sociétal, je l'ai déjà dit, mais ça concerne tout le monde. Ensuite, si peut-être l'aspect aussi que j'aimerais comme tu sais, les citoyens, c'est des hommes et des femmes. Hein? Fait que la violence conjugale, c'est pas un problème de femmes. OK? C'est ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose, à faire cesser ces violences-là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est les hommes entre eux aussi. Quand on constate que notre ami est violent, ben c'est de le dénoncer. OK? De dire, c'est pas correct comment tu traites ta blonde. Ça se fait pas faire ça. Tout à fait. OK, donc, écoute, moi, je suis là pour t'aider, là. Je suis ton ami, là. Je vais te soutenir, mais c'est pas correct ce que tu es en train de faire. Donc, ça peut pas être juste d'aider la victime, c'est qu'il faut aussi dénoncer à l'agresseur lui-même en tant que dans notre position d'ami ou de voisin, de dire, hey, c'est pas correct ce que tu as fait. Donc, j'irais dans dénoncer et pas juger. Ça serait vraiment une façon d'aider les femmes et les enfants qui vivent de la violence conjugale. Et c'est ça, de ne pas minimiser, de ne pas penser que de la violence psychologique, ben, c'est moins grave que de la violence physique. Donc, si je pense à des enseignants qui circulent, d'être attentifs à ce que les enfants vont dire, à ce que les enfants vont rapporter pour justement leur venir en aide. Ouais, Et nous appeler, tous appelez-nous. On va répondre à toutes vos questions. Appelez-nous. On est payé pour ça, là, c'est de parler avec les gens. Je te remercie, Mélanie, d'être venue, d'avoir participé à notre première émission. Donc, on était avec Mélanie, intervenante à la maison Lester. Et l'émission tire déjà à sa fin, mais on est vraiment contente d'avoir pu t'avoir avec nous. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui est honorée d'avoir participé à votre première émission. Donc, merci du soutien, merci de l'importance que vous accordez à ces femmes. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. En fait, pour les femmes qui veulent avoir plus d'informations, il faut juste appeler directement à la maison, Lester, au 450-963-6161 ou aller encore sur le site web. Donc, juste taper Maison Lester et ils vont répondre à toutes vos questions. Oui, si tu me permets aussi, il y a SOS Violence Conjugale. Mon Dieu, je le connais par cœur, puis là, on dirait que j'ai un blanc. Juste parce que je suis en live, il fallait que ça se passe comme ça. Donc, le 514-873-9010. 514-873-9010. Donc, ça, c'est elles aussi sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles répondent quand le téléphone sonne, puis elles vont vous dispatcher à nous finalement. Tout à fait. Et pour nous suivre nous-mêmes, l'émission Bonjour Laval, il faut aller sur Facebook ou sur notre site web aussi. Et on remercie aussi notre public, les auditeurs qui ont été avec nous, qui vont nous regarder après ou qui étaient en live en ce moment.
Donc, on vous invite à partager le live, à en parler et aussi si vous avez des sujets à proposer, on est ouverte parce que la parole est vraiment à vous. Exactement. Ben, merci à toi, Daïla. Merci, Mélanie, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission qui aura lieu le 21 avril à 20h avec un nouveau sujet d'actualité. Bonne soirée à vous tous. Je tiens à remercier aussi l'agence de communication civile communication qui est en partenariat avec le CLIC Laval. Tout à fait.